Hello, bienvenue sur la chaîne d'Hello. Aujourd'hui je suis hyper heureuse de te parler et d'avoir cette voix, ce porte-parole où je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Donc j'ai pas prévu de script, ça va venir au fur et à mesure de mes idées, de mes souvenirs. Je risque probablement de faire des retours en arrière parce que j'aurais oublié des choses, mais je vais essayer que ce soit le plus fluide pour toi, donc je ferai des cuts et je remettrai tout ça dans l'ordre si je vois que j'en fais. Donc si tu vois qu'il y a des petites différences de ton, etc., c'est peut-être parce que j'ai oublié certaines choses et qu'au fur et à mesure du montage, je les aurais remises à leur bonne place. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la maladie qui a failli me tuer, qui s'est passée il y a maintenant 5 ans. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, j'ai une polyarthrite rhumatoïde avec un lupus. Donc c'est une maladie articulaire auto-immune. Donc mon corps s'autodétruit, attaque ses propres anticorps, ce qui est censé te protéger au niveau de mes articulations et au niveau du global, mais surtout au niveau de mes articulations. Et ça me donne des douleurs, ça me donne des gonflements, des rougeurs et des raideurs articulaires. Voilà, donc ça je l'ai depuis mes 8 ans, c'est connu, c'est traité, voilà. Donc on essaie de maintenir la maladie comme on peut avec ce qu'on a. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours voulu partir en Erasmus, enfin j'ai toujours voulu partir en Asie. L'Asie, ça a toujours été mon rêve, l'Indonésie, etc. Et de base, je voulais faire de l'humanitaire, j'ai pas eu l'occasion de le faire, donc je m'étais dit je partirais en Erasmus. Donc j'ai rentré mon dossier Erasmus et à ma grande surprise, j'ai été admise en Erasmus en Malaisie. Donc la Malaisie, c'est en Asie du Sud-Est, c'est entre Singapour et la Thaïlande. C'est le pays vraiment entre les deux, donc à côté du Cambodge, de l'Indonésie, des Philippines. Donc un pays qui est assez connu, notamment pour ses cultures d'huile de palme. Voilà. Comme ça vous le savez. Et donc je savais que j'allais pouvoir partir, sauf qu'avec ma maladie sous-jacente, donc avec ma polyarthrite et mon lupus, je devais aller voir un infectiologue et je devais faire des vaccins et voir comment j'allais pouvoir prendre mes médicaments parce que j'étais sous traitement. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'étais sous Humira à l'époque, j'étais sous piqûre d'Humira. L'Humira, c'est des piqûres qu'on fait dans les jambes ou dans le ventre toutes les 2 semaines. Et donc je suis allée voir un infectiologue dans un hôpital universitaire près de chez moi. Je ne citerai pas le nom des hôpitaux, je vous expliquerai pourquoi. Je suis allée et là il a dit quel pays est-ce que tu veux faire? Donc je lui ai dit le nom de pays que je voulais faire. Il a dit voilà, il te faut le vaccin de la fièvre jaune, le vaccin de la rage, le vaccin de l'encéphalite japonaise, etc. etc. Donc, il m'a vraiment sorti tous les vaccins et j'en ai eu pour plus de 300 € de vaccins, mais pour moi c'était hyper important vu en fait que le traitement que j'avais diminuer mon immunité, vu que je vous ai dit c'était une maladie auto-immune. Donc comment on gère une maladie auto-immune dans mon cas, c'est qu'on devait enlever mon immunité, aussi bien la mauvaise immunité qui me détruisait, mais également la bonne. Donc j'étais un peu comme une personne qui a le cancer en fait. J'étais immunodéprimée. Donc étant donné cela, ils voulaient pas prendre de risques, donc on a vraiment fait tous les vaccins, ça m'a coûté cher, mais je devais le faire parce que c'était important pour ma santé. Et en parallèle de cela, je suis allée voir ma rhumatologue, je lui ai expliqué. Elle m'a fait les papiers pour l'Humira à l'époque, en disant que j'avais besoin de l'Humira dans le cadre de ma maladie. Donc vient le temps où je peux partir en Erasmus. Et d'ailleurs j'ai eu plein de galères pour partir et c'était d'ailleurs sûrement un signe, mais voilà, je me prends pas la tête. Dans mon esprit, voilà, c'est compliqué d'aller en Erasmus là-bas. Il y a plein de formalités et on n'avait pas encore le Covid, fort heureusement. Donc je pars en Erasmus, mon Erasmus se passe super bien. J'adore mon Erasmus, je voyage énormément. Donc je suis partie, j'ai fait une semaine au Cambodge, je suis allée en Thaïlande, j'ai fait l'Indonésie, j'ai fait Bali. Enfin voilà, je vais vous expliquer un peu après. Donc je voyage et le dernier mois, c'est un mois où en fait je suis en congé, où je n'ai plus de cours, non seulement en Belgique mais également en Malaisie. Donc je me suis dit je vais me prendre un mois et je vais voyager pendant un mois et je vais essayer de faire plein de choses. Donc au début je commence par la Malaisie, par une partie, et puis je décide de partir à Bali toute seule une semaine. Donc je pars à Bali, au début ça se passe bien et puis je tombe malade et là j'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre le soir, le matin ça va mieux et puis le lendemain de nouveau j'ai de la fièvre. Et le matin, ça va mieux. Et le 3e jour. Et comme ça, pendant une semaine. C'est à tomber en plein dans le nouvel an, en plus. Mes parents s'inquiètent, ils m'engueulent. Ouais, tu nous as même pas souhaité bonne année. Et là, je leur dis, écoutez, je suis malade, en fait. J'ai été malade toute la soirée. Donc, je suis restée dans mon lit. J'ai passé le nouvel an dans mon lit, toute seule. Parce que je voyageais seule. Et donc, du coup, j'étais toute seule dans mon lit. J'étais pas bien. Et de là, ça fait tiquer ma maman. Elle me dit, ah bon, t'as d'autres symptômes? Et je lui dis, non, j'ai juste de la fièvre le soir. La journée,
ça va. Mais vers 17-18 heures, je commence à avoir de la fièvre, à ne pas me sentir bien. Et puis voilà, elle me dit va voir un médecin, mais j'étais à Bali, je connais rien du tout, je suis toute seule, j'ai pas envie, donc je dis tant pis, j'y vais pas, on verra ce qui se passe. Et donc, ça passe tout seul. Et donc je m'inquiète pas en fait, je m'inquiète pas. 1er février, je reviens en Belgique et tout va bien, j'ai plus de symptômes, donc j'oublie même cet épisode. Et arrivé en Belgique, j'ai très mal au ventre, vraiment très mal au ventre. Je vais chez mon médecin traitant et là, infection urinaire. Ok, bah, ça arrive une infection urinaire, voilà, ça arrive à tout le monde, pas spécialement les gens qui voyagent. Donc il me donne un traitement. Sauf que cette infection urinaire dure pendant presque 3 semaines. Pendant 3 semaines, à chaque fois, j'ai très mal au ventre et il me dit bah écoute, j'ai du sang dans les urines. Et là il me dit c'est une infection urinaire. Donc on essaie plusieurs traitements en fait. Mais il me dit en parallèle, retourne quand même chez l'infectiologue pour être sûr que ça ne viendrait pas de ton voyage. Donc je vais chez mon infectiologue me dit a priori non, voilà, une infection urinaire ça peut durer, mais je vais quand même te faire les tests. Donc il me fait tous les tests, encéphalite japonaise, la fièvre, la rage, la malaria notamment, il me fait tout. J'avais tellement mal que je suis allée 3 fois aux urgences. 3 fois aux urgences, on m'a remballé en disant écoutez, on ne sait pas ce que vous avez. Et j'ai écouté, moi j'ai mal. Et ils me disent bah oui mais c'est une infection urinaire. Mais écoutez, l'infection urinaire elle dure quand même depuis 3 semaines. Donc de là ils m'envoient chez un urologue. J'ai rendez-vous chez un urologue pour la vessie. Et quand je vais chez l'urologue me dit écoutez, pour moi c'est pas une infection de la vessie, pour moi c'est pas ça qui donne vos douleurs. Pour moi c'est autre chose, pour moi c'est neurologique, donc il faut aller voir un neurologue. J'ai commencé à avoir un petit peu des douleurs, enfin un petit peu des sensations de picotement dans les jambes, de douleurs de jambes beaucoup plus faibles, et c'est ça qui lui faisait penser à ce que c'était neurologique. J'ai vu que j'étais beaucoup plus faible. Mon infectiologue me rappelle en disant alors comment s'est passé ton rendez-vous, et là je lui explique et je lui dis écoutez docteur, mais j'ai commencé à avoir les jambes qui s'endorment en fait. Et là il dit ouais mais non, là c'est pas possible en fait, c'est dangereux, pour moi là il faut faire quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Suite à cela, mon infectiologue me dit bah écoute, moi je t'envoie chez un neurologue, donc va faire un EMG. Un EMG c'est quoi? C'est une étude, c'est une électromyographie, donc on étudie les muscles et on étudie les nerfs. Donc on étudie les muscles et mes nerfs, et la neurologue conclut au fait que j'ai une maladie dégénérative des nerfs et des muscles. En tout cas, j'ai quelque chose qui va pas. L'EMG, il est mauvais. Donc, étant donné qu'elle met dans le rapport que j'ai une dégénérescence des nerfs qui est relativement grave, et donc du coup, elle m'envoie faire une IRM dorso-lombaire, donc c'est-à-dire que c'est la machine qui fait boum boum boum, qui permet de voir en 3D ce qui se passe dans le corps, donc au niveau du dos et au niveau des lombaires, donc c'est dans le bas du dos parce qu'apparemment ce serait du L5-S1 pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Donc je trouve par miracle un hôpital qui me prend le samedi, donc je fais mon examen, je crois que c'est le jeudi, je trouve un hôpital qui me le fait le samedi matin parce que je lui dis, ben voilà, l'EMG est vraiment relativement grave d'après le compte rendu, donc de là elle dit, bah écoutez, on vous prend samedi matin, je le fais, j'ai pas les résultats. Entre temps, je vais chez mon médecin traitant parce que ça va vraiment pas, et mon médecin traitant dit, il faut faire une ponction lombaire parce que pour moi, t'es en train de faire une maladie neurologique en fait. Donc il me fait le papier, j'arrive aux urgences, et là la dame des urgences, ils me connaissent bien maintenant, hein, en disant, on ne fait pas une ponction lombaire sur demande, il me dit que vous en avez vraiment besoin, enfin elle me prend de haut, c'est une infirmière qui me prend de haut parce qu'évidemment elle a tout vu, tout vécu, hein, cette bonne petite dame. Et là il y a le médecin qui arrive et elle voit que je sais pas marcher en fait, que j'ai du mal à me déplacer, donc elle appelle le chef de service, elle lui explique mon cas en disant que le médecin traitant veut que j'ai une ponction lombaire, que ça va pas, que j'ai les jambes qui s'endorment, etc. Et donc du coup le médecin dit non, on lui fait une ponction lombaire maintenant et on lui trouve une place en hospice parce qu'il faut trouver ce qu'il y a là. Donc ils me font ma ponction lombaire, je suis montée en chambre d'hôpital, et le lendemain matin, première heure, on me fait un EMG par un médecin qui est relativement connu apparemment dans le monde pour faire des EMG. Et là, le médecin conclut au fait qu'il n'y ait rien, que mes nerfs vont très bien et que je suis en parfaite santé. Donc de là, il s'interroge un peu. En aparté, j'ai su par après, ils avaient demandé à mes parents si j'avais besoin d'attention, comment j'avais réagi en Erasmus. Moi, on me demande si je n'ai pas été agressée en Erasmus, si j'ai bien aimé mon Erasmus, si j'ai pas eu de soucis, si voilà. Ils commencent à me poser des questions et moi je sens que ça pue en fait, cette histoire pue. Ils me font une IRM cérébrale, l'IRM cérébrale ne montrera rien. Ils récupèrent entre-temps mon IRM que j'ai fait dans un autre hôpital, la dorso-lombaire. Effectivement, il y a un écrasement des vertèbres. Maintenant, pour eux, ça peut pas coller, donc ça colle pas vraiment avec ça.
Et puis en fait ils veulent me faire une IRM cervicale et étant donné qu'il n'y a pas de place. Et alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai commencé à avoir des engourdissements dans les jambes et cet engourdissement s'est réparti au niveau de mes mains. J'ai commencé à plus sentir mes mains. Si bien que j'ai fait tomber mon PC portable à terre parce que j'avais plus de force. Je voulais manger, je ne savais plus tenir ma fourchette. C'était hyper compliqué pour moi de ne pas savoir aller aux toilettes toute seule. Donc c'était vraiment très très compliqué. Je vous passe quand même les détails. Donc ils me font sortir. Et leur conclusion, c'est psychosomatique, donc c'est-à-dire que c'est dans ma tête. Donc je sors de l'hôpital, j'ai rendez-vous chez un autre neurologue, parce que mes parents sont pas du tout convaincus par le fait que ce soit dans ma tête. À ce moment-là, je savais plus marcher du tout, je sentais plus du tout mes jambes, je savais plus marcher, donc on décide d'aller voir un deuxième avis à 1 heure de chez nous. C'est quelqu'un qui nous prend un peu en sourd-bouc, mais qui va partir en vacances, et lui me dit, écoutez, non, moi je regarde le premier rapport de MG que vous avez fait, et votre rapport de MG, il est sans équivoque, vous êtes bien malade en fait. Vous avez quelque chose et c'est pas du tout dans votre tête. Donc dans ce cas-là, il nous renvoie à la médecine tropicale. Donc on va à la médecine tropicale et la médecine tropicale fait d'autres tests que l'infectiologue n'avait pas fait. Et en plus de ça, il revient vers moi quelques jours plus tard et il me dit écoutez, pour moi c'est un Guillain-Barré. Un Guillain-Barré, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie neurologique, neurodégénérescente, qui apparaît quand on a une infection ou un choc émotionnel. Et suite à ça, en fait, le corps, de manière très rapide, détruit les nerfs. En fait, les nerfs, les nerfs, c'est en fait les câbles électriques du corps qui permettent de faire bouger les mains ou de sentir la chaleur. C'est ce qui fait que quand on touche quelque chose, on retire notre main parce qu'on a les réflexes, qui gèrent également le réflexe au niveau du genou quand on tape là sur le genou. Donc pour lui c'est un Guillain-Barré, donc c'est une maladie qui dégénère ça et c'est potentiellement mortel, donc il faut absolument avoir des traitements pour ça. Donc évidemment c'est la panique à bord. Guillain-Barré, ça veut dire que potentiellement dans une semaine je peux mourir parce que ça attaque tous les câbles électriques sauf les yeux, d'après ce que je me souviens. Donc ça veut dire que ça peut attaquer le cœur, on peut faire une crise cardiaque, enfin voilà, donc c'est quand même assez grave. Donc panique à bord. De ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on change d'hôpital complètement. Et là, on va dans un hôpital dans la capitale, donc sur Bruxelles, aux urgences. Et là, ils me prennent enfin au sérieux, où on commence on refait des tests, une batterie de tests, et là, on se rend compte effectivement, ce qui fait que je ne sentais plus en fait quand j'avais besoin de faire pipi, parce que les nerfs de ma vessie avaient été touchés, les nerfs de mes jambes avaient été touchés aussi. Et ils me disent, écoutez, si on règle pas le problème, vous allez avoir des séquelles et vous pourrez pas récupérer l'usage de vos jambes. Donc c'est un peu compliqué à gérer émotionnellement, parce que le problème c'est que tant qu'on n'a pas de diagnostic de la maladie, on ne peut pas gérer en fait. Si vous ne savez pas ce que vous avez, on ne peut pas vous donner de médicaments. Donc à côté de ça, je reste encore une fois hospitalisée près d'1 mois. Donc c'était le 2e mois d'hospice que j'avais. En attendant, l'école avait repris et tout ça, donc moi je rate les cours en fait. Et là, je sors avec pas de traitement, avec on ne sait pas ce que j'ai. Donc ils disent soit c'est dû au traitement que j'avais pour la polyarthrite, les fameuses piqûres, parce que ces piqûres-là peuvent donner ce genre de symptômes. D'ailleurs, on a supprimé ce traitement-là juste après. Soit c'est une cause indéterminée, une maladie auto-immune, mais indéterminée, parce qu'on a fait tous les tests, il n'y a pas de sclérose en plaques, enfin voilà, mais on ne sait pas. Donc je revois 1 mois après ma sortie d'hospice, je suis toujours en chaise roulante. Là, je commence la revalidation 5 fois semaine. Donc 2 heures par jour, je vais en revalidation, où j'ai de la kiné, où j'ai de l'ergothérapie, où j'ai de la piscine, où j'ai de la revalidation pour ma vessie, voilà, pour essayer de récupérer une vie à peu près normale. Et 1 mois après, je refais un MG de contrôle et là on se rend compte que ça continue de se dégrader. Moins fort, mais ça continue de se dégrader. Donc là, étant donné que ça fait 1 mois qu'on a arrêté Lumira, on se dit c'est pas le médicament, parce que vu qu'on n'a plus de médicaments, ça devrait arrêter. Et là, ça continue de se dégénérer et on était au mois d'avril-mai, je ne sais plus exactement. Et là, la doctoresse que j'ai dit, écoutez, moi je sais pas ce que vous avez, je vous envoie vers le chef de service de la neuro parce que moi je sais pas. Je sais pas du tout. Donc j'ai rendez-vous avec lui en mois de juillet. Et là, je m'effondre dans son bureau. On est parti en vacances entre temps. Et les vacances, je les ai passées en chaise roulante, quoi. Donc vraiment pas gai. C'était au Cap d'Agde d'ailleurs, je m'en souviens. Mais vraiment pas gai. Tout le monde en pâtissait parce que je savais rien faire. Et là, je m'effondre dans son bureau et je dis, écoutez, sauvez-moi en fait. C'est pas possible. Il refait un EMG. Effectivement,
on voit que les nerfs de mes jambes continuent encore de se dégrader quoi. Ça ne s'était pas stabilisé, donc là on se dit bah c'est pas un Guillain-Barré parce qu'un Guillain-Barré ça continuerait pas de se dégrader, mais on sait pas ce que vous avez. Et le problème c'est que si les nerfs continuent de se dégrader, bah je peux y rester en fait. Parce que je vous ai pas dit, mais à cause de ça, ça va atteindre mon système nerveux autonome. Le système nerveux autonome c'est celui qui s'occupe de la transpiration, de gérer la tension, etc. Et effectivement je faisais des chutes de tension à répétition. Je transpirais énormément parce que tout était déréglé en fait, donc j'en pouvais plus. Et là mon médecin me dit, bah écoutez, on se revoit dans 2 mois, au mois de septembre, si on voit que ça continue de se dégénérer, on commence les cures de bolus de Medrol, de cortisone, à haute dose. Donc je le revois au mois de septembre, moi j'avais pas d'amélioration de mon côté, et là il refait, et effectivement ça s'est encore dégradé, gros coup dur. Donc dans ce cas-là, il commence à me mettre sous cortisone 1 gramme. Il faut savoir que la cortisone qu'on trouve à la pharmacie, on peut aller jusqu'à 32 mg. Moi j'étais à 1 gramme en IV, donc en intraveineuse, donc directement dans ma veine, parce qu'on fait à haute dose comme ça pour les maladies auto-immunes. Donc on sait que c'est une maladie auto-immune, mais on ne sait pas laquelle. Donc c'est ce qu'on fait. On aide le système à réguler en fait l'immunité. Et donc voilà, pendant 9 mois, 1 fois par mois, je vais aller sur Bruxelles et je vais avoir des bolus de Medrol pour essayer de sauver mes jambes en fait, pour essayer de sauver tout ça. En parallèle, moi je fais une demande de reconnaissance de handicap parce que ça handicape ma vie. C'est plus m'habiller, j'avais des bas de contention jusqu'à la taille, enfin voilà. Et on refait un AMG de contrôle 3 ou 6 mois après, je ne sais plus. Et là on voit que ça ne se dégrade plus, mais ça ne reprend pas. Donc là il dit, bah maintenant, ce qu'il va falloir attendre, c'est que les nerfs se régénèrent. Et les nerfs, ça se régénère, mais très lentement. 1 mm par mois. Donc faut se dire qu'on a quand même pas mal de temps, donc on se laisse 1 an pour voir si réellement ça reprend ou si c'est tellement abîmé que bah c'est trop tard. Et ici on est 4 ans plus tard, je n'ai plus une bolus de Medrol depuis, mais je n'ai jamais récupéré ma vessie, je n'ai jamais récupéré mes jambes. Actuellement je ne saurais plus jamais courir de ma vie, je sais marcher des petites distances. Au niveau de mes doigts, faire de sensibilité au niveau des doigts, je sais faire ça, mais si je dois aller chercher des médicaments, je dois vraiment me concentrer, je n'arrive pas à appuyer, enfin voilà, très compliqué. Je fais pas cette vidéo pour me faire plaindre parce que c'est pas le but, c'est une vidéo pour faire de la prévention, de se dire que bah, même si on vous prend pour une folle, pour un fou, même si on pense que c'est dans votre tête, battez-vous en fait. Moi si je m'étais pas battue, bah, ma maladie elle m'aurait probablement tuée parce que la maladie aurait continué de se développer si j'étais pas tombée sur un médecin qui acceptait de me mettre sous traitement. Au personnel soignant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de prendre les gens pour des tarés. C'est pas ça qui va nous aider en fait. Arrêtez. Moi je me souviens que j'avais fait une crise où je savais plus respirer à l'hôpital, dans le premier hôpital dans lequel j'ai passé mes 3 semaines d'hospice, et elle a dit mais vous êtes en bonne santé, vous n'avez rien du tout, vous faites une crise d'angoisse. Et dans le rapport ça a été mis crise d'angoisse, et le médecin a dit à contre-coup bah non, c'est probablement pas une crise d'angoisse que t'as fait, c'est autre chose. Mais ils étaient tellement partis dans le délire que en fait c'était dans ma tête et j'avais juste besoin d'attention, qu'il s'est rien passé, qu'en fait on me prenait plus du tout au sérieux. Et d'ailleurs quand j'ai sonné à l'infirmière, elle n'est jamais venue en fait, c'est parce que j'ai l'homme à côté, dans le double d'à côté, qui est allé crier dans l'hôpital en disant ouh allez la chercher en fait, elle va pas bien, venez voir. J'ai évidemment fait des réclamations etc. Au niveau des chefs de service, et évidemment ma plainte n'a jamais donné suite. Donc voilà, c'est un hôpital que je déteste maintenant, je ne veux plus y mettre les pieds. Et ben c'est la fin de cette vidéo. Je veux pas être plainte parce que je vais bien maintenant, j'ai quand même réussi à avoir un enfant etc. Donc tout n'est pas perdu. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je suis toujours suivie niveau neuro, mais je suis suivie et c'est ça qui est super important. Donc moi je vous fais de gros bisous sur ce, prenez soin de vous, écoutez-vous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.